Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes donc le 23 septembre 2018, dimanche. Il est 21h30 et je continue ma lecture de Socrate, écrit par Claudius Pia en 1900 et quelques, au début du XXe siècle. Là, on a commencé le second chapitre et c'est sur la jeunesse de Socrate. Voilà, donc je continue ma lecture et puis je commente un petit peu et je pars un peu dans mes délires. Voilà. Alors, en tout cas, le jeune Socrate ne fut pas longtemps à s'isoler du marbre. Donc, on avait vu qu'il suivait un peu le chemin de son père. Son père était un sculpteur et sa mère une sage femme, une accoucheuse, d'où tout son travail sur accoucher les consciences, les esprits. Bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça là? Voilà, c'est ça. Accoucher des trucs bons. Ça me dérange ce truc. Donc, il entendit en son âme comme un appel supérieur et se mit à fréquenter la ville où se coudoyaient alors des notoriétés de tout ordre et de toute origine. Donc on avait vu que Athènes était à cette époque-là extrêmement cosmopolite, tout le monde venait là, c'était un grand centre de créativité et beaucoup de penseurs se retrouvaient à cet endroit. Écouter, interroger quand c'était possible, déchiffrer les manuscrits des anciens sages, apprendre de toute manière et pour mieux comprendre, tel fut bientôt l'unique objet de son activité. Sa condition, bien que très modeste, ne l'empêcha pas de gagner la faveur des plus hauts personnages et de pénétrer dans les cercles les plus distingués. Les mœurs d'Athènes étaient déjà très démocratiques. Il avait d'ailleurs un tel don d'analyse, une si grande puissance d'intuition, et tant de finesse d'esprit sous son enveloppe de silène, je ne sais pas ce que c'est, qu'il suffisait de l'entendre une fois pour prévoir que sa destinée n'aurait rien de commun. Socrate, dit Protagoras, je loue ton ardeur et ton talent à manier la dispute, car entre tous les défauts dont je me flatte d'être exempt, je suis de tous les hommes le moins jaloux. Aussi ai-je dit souvent de toi que, de tous les jeunes gens de ma connaissance, tu es celui dont je fais le plus d'estime, et que je te mets infiniment au-dessus de tous ceux de ton âge. J'ajoute que je ne serai pas surpris qu'un jour tu prises place parmi les personnages célèbres pour leur sagesse. Protagoras dit cela de Socrate, Protagoras qui était donc un sophiste et apparemment c'était un de ses élèves, alors Socrate, et c'est curieux parce qu'il va dépasser le maître et renverser ses valeurs, renverser les valeurs qu'il préconisait, et puis surtout inscrire son nom dans toute l'histoire de la philosophie. C'est le grand parmi les grands, tout le monde connaît Socrate, tout le monde, voilà, et son élève Platon. Donc c'est vraiment intéressant. Donc ce Protagoras savait détecter les talents. Voilà, ça c'est quand même intéressant de voir qu'il avait ces qualités-là. C'était effectivement, il était pas dans la jalousie parce que sinon il en aurait pas parlé.
il aurait essayé d'étouffer ce jeune prodige qui arrivait. Donc, ces paroles, il est vrai, ne sont peut-être qu'une belle fiction. Ah bon. Mais elles ne nous révèlent pas moins l'impression que fit Socrate dès qu'il se montra. C'est le cas de dire que la poésie est plus réelle que l'histoire. Socrate eut des relations journalières avec les sophistes, Protagoras, Gorgias, Prodicus de Julis, en l'île de Céos, Thrasymach de Chalcédoine, Paulus d'Agrigente, Hippias d'Élis, Événus de Paros et Lysias. Tous les remueurs d'idées, tous les ergoteurs d'Athènes se prirent pour lui d'une estime croissante, malgré l'esprit nouveau dont il s'inspirait et qui se laissait de plus en plus entrevoir. Il eut ainsi l'occasion de discerner les différentes formes de leurs théories, d'en pénétrer le fond, de constater les résultats radicalement négatifs auxquels elles aboutissaient toutes, et peut-être en vint-il à penser, sous l'influence de cet examen prolongé, que de même que la morale était seule importante, elle était aussi seule possible. Alors c'est vraiment intéressant parce que on ne parle pas de Socrate au niveau de, pas trop de sa morale. Voilà, oui, il y a sa morale, mais enfin, c'est pas par cela qu'il est vraiment décrit. Enfin, je sais pas, hein. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant un petit peu des choses sur Socrate. Et en fait, c'est bien sa morale qui était le plus important, quoi, de tout. Alors, pas moyen d'avoir une lumière un peu qui arrangerait un peu mon visage vieillissant, non? Bon, c'est pas grave. C'est également grâce aux sophistes qu'il eut accès auprès de ces fils de grande maison dont nous le verrons entourés plus tard, tels que Callias, Xanthippe, Paralos, le fils d'Aspasie, Critobule, Polémarque, Charmide, Alcibiade et Xénophon. Alors c'étaient tous des fils de bonne famille. Xénophon aussi, d'accord. Les esprits forts qui séjournaient à Athènes y faisaient courir la jeunesse. On allait les entendre pour jouir de leur éloquence, assister à leur joute intellectuelle et goûter ce malin plaisir que l'âge sans pitié prend si facilement à voir tout déboulonner. On les entourait dans leurs promenades, on les introduisait dans les familles et les parents les choisissaient quelquefois comme précepteurs. Il y avait même de jeunes étrangers qui s'attachaient à leurs pas et les suivaient partout dans leurs pérégrinations à travers les villes et les îles de l'Hellade. On peut croire également que Socrate eut l'occasion de voir Parménide et Zénon et de s'entretenir avec eux. C'est un fait. Il est vrai qu'Ed Zeller révoque en doute. Mais pourquoi il n'est pas facile de le découvrir? Platon affirme à 2 reprises, dans le Sophiste et dans le Théétète, que son maître, encore jeune, entendit Parménide déjà vieux. Et dans le dialogue qui porte le nom de ce philosophe, il nous raconte tout au long comment Socrate entra en relation avec les 2 Éléens. Un jour, Zénon et Parménide arrivèrent à Athènes pour les grandes Panathénées. Parménide, déjà vieux et blanchi par les années, il avait près de 65 ans, était beau, c'est un peu comme moi, près de 65 ans, était beau encore et de l'aspect le plus noble. Zénon approchait de la quarantaine. C'était un homme bien fait, d'une figure agréable, et il passait pour être aimé de Parménide. Ils demeurèrent ensemble chez Pythodore, hors des murs, dans le céramique. Alors, est-ce que le céramique, c'était l'endroit où ils faisaient des céramiques?
Voilà, moi qui adore la céramique. Adore, c'est un grand mot, mais qui aime beaucoup la céramique. Et c'est là que Socrate vint, suivi de beaucoup d'autres personnes, entendre lire les écrits de Zénon, car c'était la première fois que celui-ci, et Parménide, les avait apportés à Athènes. Alors voilà, les choses sont à peu près similaires maintenant, sauf que on ne va pas voir, voilà, moi j'ai pas eu besoin ni d'aller à la fac, ni d'aller... Enfin, c'est une lacune, évidemment, c'est pas, ça aurait été mieux si j'avais fait des, des études classiques de philosophie, j'en serais à un autre stade et j'aurais accumulé des connaissances qui me manquent et qui me font défaut. Bon, par contre, mon intuition est là, elle est intacte. Elle a toujours été en exergue depuis que j'écris la mécanique universelle. Mais c'est à peu près pareil, sauf que, voilà, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les YouTube, il n'y avait pas Dailymotion, il n'y avait pas les cours qu'on peut suivre, etc., etc. Il n'y avait pas tous ces ouvrages qu'on peut compulser à la bibliothèque. Mais si c'était le cas, je pense que Socrate aurait une vie un peu similaire à la mienne. Certainement qu'il aurait une vie sociale plus développée, et il irait peut-être polémiquer avec, dans les médias ou dans les endroits où les philosophes se rencontrent. Ça serait la différence. Mais en tout cas, je bénéficie des mêmes avantages et peut-être davantage. Oui, davantage forcément parce que les connaissances sont bien plus élaborées aujourd'hui. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir ça comme ça. Que j'ai les mêmes... On peut avoir, sans bouger, on peut avoir les mêmes choses. Alors, et c'est là que Socrate vint suivre de beaucoup d'autres personnes, suivi de beaucoup d'autres personnes, entendre lire les écrits de Zénon, car c'était la première fois que celui-ci et Parménide les avait apportés à Athènes. Socrate était alors fort jeune. Zénon faisait lui-même la lecture, Parménide étant par hasard absent, et il était déjà près d'achever lorsque Pythodore entra accompagné de Parménide et d'Aristote. C'est pas le même sans doute Aristote, qui fut plus tard un des 30. Ah voilà, c'est un autre Aristote, parce qu'il est venu plus tard. Il n'entendit donc que fort peu de ce qui restait encore à lire. Mais auparavant, il avait déjà entendu Zénon. Sans doute ce passage ne contient qu'un témoignage indirect, mais il n'en a pas moins un aspect historique. Il est d'ailleurs en plein accord avec les deux dialogues dont on a parlé plus haut. Il est difficile aussi qu'il n'y ait pas quelque fondement à ce que l'on raconte des relations de Socrate avec Archélaos. Diogène dit formellement qu'il fut son disciple. Et selon Alexandre, c'est après l'accusation portée contre Anaxagore, pardon, je respire très mal en ce moment, qu'il se mit à suivre ses leçons. Ion rapporte que très jeune encore, Socrate fit avec Archélaus le voyage de Samos. Et Simplicius mentionne une tradition d'après laquelle il aurait connu et entendu le disciple d'Anaxagore. De tels récits ne peuvent être inventés de toutes pièces. Il est plus que probable qu'ils ont pour point
de départ une donnée primitive qui est vraie et dont il représente autant de versions plus ou moins fantaisistes. Ce sont des récits historico-légendaires. Ah, pas mal, historico-légendaires. On sait d'une manière plus sûre que le fils du sculpteur d'Alopès, mais qu'est-ce qui se passe là? Voilà ce que le problème. Ça y est. Voilà ce qui se passait. J'avais baissé la lumière comme un idiot. On sait d'une manière plus sûre que le fils du sculpteur d'Alopès, Socrate, ne tarda pas à s'aboucher avec Euripide et qu'il devint son ami. Aristophane reproche au poète de bavarder avec Socrate et de perdre dans son commerce le sens des sublimités de la muse tragique. C'est lui, écrit-il ailleurs, qui compose pour Euripide ces drames remplis de digressions philosophiques. Voilà des digressions philosophiques. Ce mot, je ne pensais pas que je le trouverais ici, digression. Eh bien, il y est. C'est pas mal. Nésimaque affirme aussi que le philosophe était plus que de moitié dans les fictions du tragique qui lui fournissait ses thèmes et lui chevillait ses vers. Or, ces différents témoignages pourraient bien ne pas être fondés de tout point, mais ils suffisent à faire voir que Socrate eut de bonne heure avec Euripide des conversations familières et des échanges fréquents d'idées. Très bien. Socrate obtint, en outre, l'amitié de Damon, l'un des plus célèbres musiciens d'Athènes et qui, grâce à la protection de Périclès, était devenu une haute personnalité politique. Alors voilà, là je vais un peu parler de moi, tiens, les 3 prochaines minutes. Parce qu'en fait, là où mon expérience de vie politique, voilà, c'est là. Mon expérience de vie est tout à fait là différente, c'est-à-dire que je vis vraiment isolé, je rencontre personne et mes amitiés sont extrêmement restreintes. En fait, le monde me fait peur. Il faut le dire, donc je vais parler un peu psychologie. J'y suis mal, j'ai pas pris l'habitude d'échanger avec les gens, de développer des qualités sociables. Donc je me suis toujours isolé et finalement, ce qui pouvait être effectivement ce qui est un défaut, un handicap, s'avère en même temps une qualité pour ce que je fais, pour la mécanique universelle, pour mes écrits et pour les années que j'ai passées dans l'isolement, justement, qui m'ont permis de développer toute cette réflexion qui est sans doute exagérée, peut-être, et qui a les défauts de l'autodidacte isolé, c'est-à-dire qui ne confronte pas ses idées, et donc qui part sur des certitudes. Je suis un peu comme ça, j'avance des certitudes parce que je ne me suis jamais confronté à la confrontation des idées. Mais en même temps, ça me permet de faire le chemin que j'ai entrepris sans me laisser perturber, sans changer d'avis, alors que justement, j'ai pas un caractère suffisamment affirmé pour pas changer d'avis quand je suis en discussion avec les gens. C'est pas pour ça que je garde pas mes idées, mais enfin, voilà. Au final, ma nature m'a fait tel que je suis et pourquoi pas. C'est ce qui permet à mon travail
d'évoluer. Pardon. C'est en conférant avec lui qu'il se propose de trancher les difficultés relatives aux rythmes musicaux. Nous examinerons, dit-il avec Damon, quelles sont les mesures qui expriment la bassesse, la violence, la fureur et les autres formes de la méchanceté, et aussi quelles sont celles qui conviennent aux sentiments opposés. Je crois l'avoir entendu parler de certains maîtres qu'il nommait, celui-ci Énople, lequel était composé de plusieurs autres, celui-là dactyle, cet autre héroïque. Mais je ne saurais dire au juste en quoi consistent ces choses. Remettons-nous-en à Damon, répète-t-il, en finissant, car le sujet comporte un assez long entretien. Il finit par avoir ses entrées chez Aspasie elle-même, l'amie de Périclès, la muse inspiratrice de la plupart de ses grands dessins. Il est vrai que l'on ne peut se fier sur ce point au passage du Ménexène, où Socrate affirme que l'illustre Milésien est son professeur de rhétorique. Ce dialogue n'est probablement pas authentique, et par suite, l'on ne sait point quel est le fondement des récits qu'il contient. Mais l'économie de Xénophon et surtout les mémorables nous mettent à même de résoudre la question. Au chapitre 3e du premier ouvrage, Critobule s'entretient avec Socrate de l'éducation des femmes. « C'est Marie que tu dis avoir de bonnes femmes ?» demande-t-il à son maître. « Est-ce qu'ils les ont élevées eux-mêmes » Rien de mieux que d'examiner ce sujet, répond Socrate. Je te présenterai Aspasie qui t'instruira de tout cela plus pertinemment que moi. Le passage des mémorables, relatif à ce point, est encore plus formel. Toutefois, l'on ne saurait dire d'une façon précise à quelle époque commencèrent les visites de Socrate à Aspasie. Socrate se trouva donc au bout de quelques années en relation plus ou moins intime avec la plupart des grandes intelligences de son temps. Et ce dut être pour lui, comme on le sent, un moyen puissant d'évocation intellectuelle. De plus, il prit soin d'étudier toutes les théories des vieux philosophes. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. On va tourner la page et on attaquera la page 66. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute. À plus tard.